Dans une petite ville industrielle, semblable à Rockbridge, où se déroule l'histoire de Christine, la voiture assassinée, une atmosphère sombre plane sur la vie quotidienne. La ville a un air nostalgique des années 80, avec des rues poussiéreuses et le bruit métallique des usines en arrière-plan. Il y a un atelier mécanique qui rappelle celui de Darnell, un endroit où l'odeur d'huile et de métal se mêlent, et le bruit constant des outils rythme les heures. C'est ici que notre histoire commence. Max Thompson, un jeune mécanicien de 25 ans, travaille dans l'atelier de Sam Keller, un homme grincheux et propriétaire d'un petit magasin de voitures d'occasion. Max, à la différence de beaucoup de jeunes de son âge, n'a pas de grandes ambitions. Il se contente de passer ses journées à réparer des voitures, se tenant à l'écart de l'agitation de la ville. Max est silencieux, introspectif et porte la tristesse d'une perte récente. Sa petite sœur Jess est décédée dans un accident de voiture il y a quelques mois. Depuis lors, il évite de parler du sujet, mais le traumatisme le hante. Sam, le propriétaire de l'atelier, est un homme d'âge moyen avec un ventre proéminent et une tache de graisse éternelle sur son tablier. Il aime bien Max, même si le jeune parle rarement. Ils ont une relation silencieuse, basée sur le travail et une compréhension mutuelle. Sam était au courant de la mort de Jess, mais, comme beaucoup de gens en ville, il n'aborde pas le sujet. Il est plus facile de laisser le passé enfoui, ou du moins, c'est ce que tout le monde pense. Tout change un après-midi d'automne. Le vent froid balaie les rues et les feuilles mortes dansent dans les airs, comme des présages de quelque chose de sombre. Max est à l'atelier, comme d'habitude, lorsque Sam arrive en poussant une vieille voiture recouverte d'une bâche sale. Le véhicule semble avoir été abandonné depuis des années, avec la peinture qui s'écaille et la rouille qui s'installe. Max lève les yeux, curieux, tandis que Sam, avec un sourire qui dévoile ses dents jaunies, dit « J'ai récupéré cette relique pour une bouchée de pain. » Un Plymouth Fury, 1958. Comme celui de ces légendes que tu entends un peu partout. Je pense que ça pourrait être un bon projet pour toi, Max. Max regarde la voiture avec un mélange de fascination et de crainte. Il avait entendu les histoires, bien sûr. Qui n'a pas entendu parler de Christine, la voiture meurtrière? La légende disait que le véhicule avait sa propre volonté et tuait quiconque osait s'approcher de son propriétaire. Max n'avait jamais cru à ces choses-là. Pour lui, les voitures n'étaient que des machines. Pourtant, il y avait quelque chose dans ce Plymouth qui le dérangeait. Il ne semble pas être en bon état, commente Max, essayant de dissimuler son malaise. Rien qu'un peu de travail ne puisse s'arranger. « Tu as un don pour ça, gamin ?» répond Sam en tapotant le capot de la voiture comme s'il saluait un vieil ami. Max hésite un moment, mais finit par accepter. Il commence à travailler sur le Plymouth, à restaurer ce qu'il peut, à nettoyer le moteur et à remplacer les pièces usées. Le travail sur la voiture le distrait de la tristesse qui le consume quotidiennement et il se sent, d'une certaine manière, connecté au véhicule. Cependant, au fil des jours, Max remarque que quelque chose ne va pas. Il commence à faire des cauchemars. Il rêve de Jess, conduisant le Plymouth sur une route déserte, avec les phares illuminant l'asphalte sombre. Dans le rêve, Jess le regarde à travers le rétroviseur, avec un sourire triste, et l'invite à monter dans la voiture. Max se réveille toujours avant de pouvoir répondre, en sueur et le cœur battant la chamade. Les rêves deviennent de plus en plus fréquents et il sent une présence de plus en plus palpable lorsqu'il est près de la voiture. Une nuit, Max décide de tester le Plymouth. Après des semaines de travail sur le véhicule, il pense qu'il est prêt à démarrer. Clé en main, il s'approche de la voiture. La pleine lune éclaire l'atelier, projetant des ombres longues et distordues sur le sol. Max entre dans le véhicule, sentant l'odeur forte du cuir vieilli, et tourne la clé dans le contact. Le moteur ronronne avec une douceur inattendue, comme si la voiture attendait ce moment. En conduisant dans les rues désertes de la ville, Max remarque que le Plymouth répond presque intuitivement à chacun de ses mouvements. Il a à peine besoin de tourner le volant et la voiture glisse dans les virages avec une précision effrayante. L'ancienne radio, qu'il n'a jamais réussi à réparer, commence à diffuser une musique des XV50 et Max ressent un frisson lui parcourir le dos. Il essaie d'éteindre la radio, mais les boutons ne répondent pas. Soudain,
les lumières de la ville semblent s'effacer. Et Max se rend compte qu'il se trouve sur une route qu'il ne reconnaît pas. L'obscurité environnante est oppressante, et la seule source de lumière provient des phares du Plymouth. Il tente de freiner, mais la pédale ne réagit pas. La voiture continue d'avancer, de plus en plus vite à chaque seconde. Max sent la panique monter dans sa poitrine alors qu'il essaye de tirer le volant vers l'accotement, mais la voiture semble avoir sa propre volonté. Et puis, il la voit. Au milieu de la route, une silhouette apparaît de nulle part. C'est Jess. Elle est là, immobile, le regardant droit dans les yeux. Le cœur de Max s'emballe, il crie et essaye de dévier, mais le Plymouth continue tout droit, sans hésitation. Au dernier moment, Max ferme les yeux, s'attendant à l'impact. Mais lorsqu'il les rouvre, Jess a disparu. La voiture s'arrête enfin. Haletant, Max sort du Plymouth et tombe à genoux sur l'asphalte, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Il sent les larmes couler sur son visage, mêlées à la sueur froide. Quand il regarde la voiture, il voit que le capot est légèrement entrouvert, comme si quelque chose essayait d'en sortir. Dans les jours qui suivent, Max évite le Plymouth. Il tente de convaincre Sam de se débarrasser de la voiture, mais le vieux mécanicien se contente de rire et dit que Max s'imagine des choses. La légende de Christine résonne encore en ville, et Max commence à réaliser que la Plymouth Fury qui l'a ramené à la vie pourrait être liée à cette malédiction. Max a l'impression de perdre le contrôle. Il commence à voir Jess partout, dans l'atelier, dans les rues, même chez lui. La voiture semble toujours présente, à l'affût, attendant le moment propice pour attaquer. Il réalise que le Plymouth n'est pas seulement une machine, c'est une extension de quelque chose de bien plus sombre, une entité qui se nourrit de douleur et de souffrance. La tension atteint son paroxysme lorsqu'une nuit de tempête, le Plymouth disparaît de l'atelier. Désespéré, Max prend une des voitures de Sam et part à la recherche du véhicule. Il sait que le Plymouth se trouve quelque part, l'attendant. La pluie tombe à torrents et les éclairs éclatent comme des cris d'avertissement. Max trouve le Plymouth garé devant le cimetière où Jess a été enterrée. Les portes sont ouvertes, comme si la voiture l'invitait à monter. Max hésite, mais il sent qu'il n'a pas d'autre choix. Il monte à bord et ressent une présence écrasante tout autour de lui. La radio se remet à jouer et la voix de Jess surgit parmi les grésillements, chuchotant son nom. Le moteur gronde et la voiture fonce vers la tombe de Jess. Max, toujours en proie à la terreur et à la confusion, tente désespérément de tirer sur le volant. Mais, comme auparavant, le Plymouth semble avoir sa propre volonté, avançant à toute allure à travers le cimetière boueux. Les pierres tombales défilent comme des ombres à travers les vitres, et les phares éclairent le chemin vers la tombe de Jess. Le cœur de Max bat à tout rompre, un mélange d'adrénaline et de désespoir envahissant son corps. Il savait que la voiture était possédée par quelque chose de maléfique, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qui l'attirait vers un piège sombre. La radio continue d'émettre un bruit de fond grésillant, mais au milieu des interférences, il entend la voix douce de Jess. « Max ?» La voix résonne dans ses oreilles, douce, presque un murmure, mais chargée d'une tristesse profonde. Max regarde dans le rétroviseur. Et il voit le reflet de sa sœur sur le siège arrière, ses yeux brillants à la lumière de la lune qui traverse le pare-brise. Elle l'observe, son visage pâle et froid, une figure fantomatique qui semble à la fois familière et lointaine. « Pourquoi fais-tu ça ?» crie Max, sa voix brisée par la peur et l'angoisse. « Jess, que se passe-t-il ?» Le silence répond pendant un instant, puis la voix de Jess revient, cette fois plus claire. « Tu m'as abandonné, Max. Tu m'as laissé seul. Et maintenant, je ne peux plus me reposer. » Les mots transpercent Max comme une lame acérée. Il ressent le poids de la culpabilité qu'il traîne depuis l'accident, mais dont il n'a jamais su comment se libérer. Il n'était pas dans la voiture quand Jess est morte, mais il s'en est toujours voulu. Il aurait dû être là, il aurait dû empêcher cela. Maintenant, il semble que cette culpabilité se soit manifestée de façon surnaturelle, incarnée dans le Plymouth et la voix de sa sœur défunte. La voiture accélère encore, le moteur rugissant comme une bête sauvage, jusqu'à ce que, dans un élan désespéré, Max tente de sauter hors du véhicule. Mais les portes, comme animées d'une vie propre, se verrouillent d'elles-mêmes, le piégeant à l'intérieur.
La ceinture de sécurité se resserre autour de son corps, l'étouffant. Il lutte, tire sur la ceinture, mais c'est inutile. Le Plymouth est aux commandes, et il n'est plus qu'un passager de sa propre destruction. La voiture s'arrête brusquement devant la tombe de Jess, le moteur s'éteignant enfin avec un dernier rugissement menaçant. Max halète, ses doigts tremblent alors qu'il tente de comprendre ce qui se passe. Les portes se déverrouillent lentement avec un déclic mécanique qui résonne dans l'obscurité. Il sort difficilement de la voiture, trébuchant dans la boue trempée par la pluie. En s'approchant de la tombe de sa sœur, il voit quelque chose qui le fige sur place. La terre sous la pierre tombale de Jess est retournée, comme si quelqu'un ou quelque chose avait creusé de l'intérieur. La tombe est ouverte, le bois du cercueil brisé et éparpillé autour. Max sent la bile monter dans sa gorge, la vision de son pire cauchemar devenant réalité. « Non, ça ne peut pas être », murmure-t-il, reculant de quelques pas. Soudain, les grésillements sur la radio du Plymouth s'intensifient et la voix de Jess réapparaît, plus forte, plus insistante. « Tu m'as laissé, et maintenant il est trop tard, Max. » Le sol autour de la tombe commence à trembler légèrement, et Max, horrifié, comprend qu'une silhouette émerge de la tombe. C'est Jess, ou du moins ce qu'il en reste. Son corps, en décomposition, se lève lentement, les lambeaux de sa robe funéraire trempés de boue et de sang séché. Son visage, autrefois beau et radieux, est maintenant un spectre macabre, la peau verdâtre et les yeux vides comme des puits, sans fond. Elle se traîne hors de la tombe avec des mouvements lents et irréguliers, ses os craquant à chaque pas. Max essaie de courir, mais ses jambes sont lourdes, comme si le sol l'attrapait vers le bas. Il trébuche et tombe dans la boue, son corps tremblant de manière incontrôlable. Jess s'approche, ses pieds s'enfonçant dans le sol détrempé, jusqu'à ce qu'elle soit juste devant lui. Sa main squelettique se tend, et Max sent ses doigts froids et humides toucher sa peau. Son toucher est comme de la glace aspirant la chaleur de son corps, et il crie, mais le son de sa voix est englouti par la tempête autour de lui. « Jess, pardonne-moi », implore Max, des larmes coulant de ses yeux, se mêlant à la pluie qui glisse sur son visage. « Je ne savais pas quoi faire. » Pendant un bref instant, le visage de Jess semble s'adoucir. Ses yeux, maintenant brillants d'une faible lueur, rencontrent ceux de Max, et pendant un instant, il pense que tout va s'arrêter là, qu'il a réussi à se racheter d'une manière ou d'une autre. Mais alors, son sourire fantomatique s'élargit, et le visage de Jess se tord en quelque chose de plus grotesque, de plus malveillant. « Il n'y a pas de pardon, Max. Pas pour toi. » D'un mouvement rapide et cruel, Jess l'attrape par le cou, ses doigts froids serrant avec force. Max sent l'air lui être arraché des poumons, ses yeux s'écarquillant de panique. Il essaie de lutter, essaie de se libérer, mais c'est inutile. Le corps de Jess, même en état de décomposition, est fort, implacable. Soudain, un phare perce l'obscurité, et le bruit des pneus glissant dans la boue résonne à travers le cimetière. Max, la vue commençant à s'obscurcir, réalise que le Plymouth se déplace tout seul, avançant dans sa direction. La voiture semble avoir sa propre vie, et, dans une dernière charge, elle accélère vers Max et Jess. En un instant, le corps de Jess est percuté par la voiture, projeté sur le côté avec un impact brutal. Max tombe au sol, haletant, tandis que le Plymouth s'arrête à ses côtés, la porte passager s'ouvrant lentement comme une offre silencieuse. Il sait que la voiture n'est pas son salut, mais il est trop épuisé pour résister. Avec des mains tremblantes, il rampe jusqu'à la voiture et entre, son corps s'effondrant sur le siège en cuir froid. Le moteur rugit à nouveau, et la radio se remet à la fréquence, mais cette fois, il n'y a pas de musique, seulement le son lointain d'une voix qu'il peine à distinguer. La pluie tombe avec force, et le Plymouth, tel un prédateur repu, s'éloigne lentement du cimetière, emmenant Max avec lui. Le cimetière s'éloigne, emportant avec lui la tombe ouverte de Jess, désormais vide. La ville s'endort à nouveau sous le son de la pluie, tandis que la voiture disparaît dans l'obscurité, emportant avec elle l'âme brisée de Max. Les rues désertes de la ville sont recouvertes par la brume épaisse, la fine pluie tombant sans cesse contre les toits et les trottoirs, tandis que le Plymouth glisse à travers les avenues avec une calme troublant. Max est sur le siège passager, son corps épuisé et son âme dévastée, ses yeux fixés sur le pare-brise où les gouttes de pluie s'écoulent lentement
créant des traces irrégulières. Il se sent vide, l'angoisse encore fraîche, mais quelque chose de plus profond le ronge, le remords. L'image de Jess, dans son état de décomposition horrible, reste gravée dans son esprit. Tout ce qu'il voulait, c'était demander pardon, mais même cet espoir lui a été arraché de manière brutale. La voiture semble savoir où aller, comme si elle avait son propre destin tracé. Max ne tente plus de lutter contre la volonté du Plymouth. Il sait qu'il n'y a pas d'échappatoire. Les muscles de son corps sont tendus et le son continu des pneus glissant sur l'asphalte est la seule chose qui rompt le silence terrifiant qui règne à l'intérieur de la voiture. La radio reste silencieuse, un changement déconcertant après tant de temps de bruit et de statique. Maintenant, seul le silence règne, un silence que Max craint plus que tout bruit qui pourrait venir des profondeurs de cette machine infernale. Soudain, le Plymouth prend un virage, s'engageant sur une route étroite, bordée d'arbres hauts et sombres, leurs branches tordues et contournées comme des doigts de squelette essayant d'attraper la voiture qui passe. Max reconnaît la route. C'est le chemin vers l'ancienne maison de la famille, un endroit qu'il a évité depuis la mort de Jess. Il ressent un frisson parcourir son échine et l'oppression de ses souvenirs pèse sur lui avec la force d'un marteau. La maison d'enfance, l'endroit où tout a commencé, où lui et Jess étaient heureux, semblait maintenant être un mausolée, un symbole de tout ce qu'il a perdu. Le Plymouth avance, traversant la route en terre, jusqu'à ce que les phares éclairent la façade de la vieille maison. Les fenêtres sont sombres et la peinture écaillée donne à la structure un air d'abandon et de désolation. Max se souvient de la façon dont la maison est autrefois pleine de vie, les rires de Jess résonnant dans les couloirs. Maintenant, elle ressemble à la tombe que Jess aurait dû occuper. La voiture s'arrête lentement devant l'entrée principale et la porte du conducteur s'ouvre toute seule, comme si la voiture l'invitait à sortir. Max hésite, mais il ressent une étrange impulsion à avancer. Il sort de la voiture, ses pieds s'enfonçant dans la terre mouillée. Le vent froid de la nuit fouette son visage, mais il avance, les yeux fixés sur la porte d'entrée. Quoi que ce soit qui soit arrivé à Jess, quoi que ce soit qui l'ait piégé dans ce cauchemar, semblait être lié à cet endroit. Max savait que c'était ici que les réponses l'attendaient. La porte d'entrée est entrebâillée, grinçant légèrement sous le vent. Max l'ouvre avec précaution, le vieux bois gémissant sous son toucher. L'intérieur de la maison est comme il s'en souvenait, mais recouvert d'une couche de poussière et d'oubli. Les ombres s'étirent sur les murs, dansant au rythme des faibles lumières que la lune projette à travers les fenêtres brisées. L'air est lourd et humide, comme si la maison elle-même respirait, vivante d'une énergie ancienne et troublante. Max marche dans les couloirs, chaque pas résonnant dans le silence effrayant. Ses yeux errent sur les vieilles photos accrochées au mur, des images de temps plus simples, lorsque lui et Jess étaient enfants, souriants et insouciants. Il s'arrête devant une photo en particulier. Lui, âgé d'environ 8 ans, tenant la main de Jess, tous deux souriant à la caméra. Il ressent une douleur dans la poitrine, une piqûre de regret qui le fait presque s'effondrer la même. « Tu te souviens de ces jours ?» La voix de Jess résonne dans la maison, douce et pleine de mélancolie. Max se retourne sur ses bas. Talon, son cœur s'emballe. Au bout du couloir, debout, se trouve Jess. Pas la version décomposée qu'il a vue au cimetière, mais la Jess qu'il connaissait, vivante, avec le même apparence qu'elle avait avant de mourir. Elle porte la même tenue que sur la photo, la robe blanche qu'elle avait ce jour-là ensoleillée d'été. Son visage est calme, mais ses yeux sont vides, sans l'éclat de la vie. Jess, Max parvient à peine à murmurer, sa voix tremblante. Elle ne répond pas immédiatement, l'observant simplement avec une profonde tristesse, comme si tout le poids du monde pesait sur ses épaules. Puis, elle fait un pas en avant et un autre, jusqu'à ce qu'elle soit tout près de lui. Max sent un frisson parcourir son corps, mais il ne recule pas. Il veut comprendre, il veut savoir ce qui se passe. « J'étais ici tout ce temps, Max, t'attendant. » La voix de Jess est basse, presque un murmure. « Mais tu n'es jamais revenu. » Max sent ces mots percer son âme. Il essaye de se défendre, mais les mots ne sortent pas. Il a toujours su qu'il avait échoué avec Jess, mais il n'avait jamais imaginé que le poids de la culpabilité serait si dévastateur. Il essaye de s'approcher,
Mais quand il lève la main pour la toucher, elle recule, son regard devenant froid et distant. « Tu m'as abandonné », Jess répète. Et cette fois sa voix résonne dans la maison, réverbérant sur les murs et les fenêtres. Soudain, la maison commence à trembler, comme si elle réagissait à leur présence. Les lumières clignotent et un vent glacial balaye le couloir, faisant tomber les cadres et agitant les rideaux sales. Max sent le sol vibrer sous ses pieds et il sait que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Il doit faire quelque chose, il doit corriger ce qui ne va pas. Mais quoi? Jess, pardonne-moi, implore-t-il, ses mains tremblantes. Je ne savais pas quoi faire. J'ai été faible. Jess le fixe un moment, ses yeux pleins de tristesse et de haine. Pardon? Il n'y a pas de pardon pour ce que tu as fait, Max. Les murs de la maison commencent à se fissurer, comme si la structure elle-même était sur le point de s'effondrer. Le bruit du bois qui craque et du verre qui se brise emplit l'air, et Max se retrouve entouré par le chaos. Il essaie de courir, mais ses pieds semblent collés au sol. Jess s'approche, son visage se tordant en un masque de douleur et de fureur. Tout à coup, le son familier du moteur du Plymouth remplit l'espace, et Max réalise que la voiture est maintenant à l'intérieur de la maison, comme si elle s'était matérialisée là. Les phares éclairent le couloir, et Max sent l'air être aspiré hors de l'environnement. La voiture accélère dans sa direction, mais cette fois, il n'y a nulle part où fuir. Max ferme les yeux, résigné à son destin. À la dernière seconde, il sent une main froide sur son épaule. Quand il ouvre les yeux, il voit Jess à ses côtés, avec une expression différente. La colère semble avoir disparu, remplacée par quelque chose de plus doux, presque de la compassion. « Au revoir, Max. » La voix de Jess est douce comme une brise fraîche. L'impact est immédiat et brutal. Max sent le monde se désintégrer autour de lui et tout s'obscurcit. Le dernier son qu'il entend est le ronronnement du moteur du Plymouth, résonnant dans l'obscurité. Quand tout se tait, la maison est en ruine, le Plymouth a disparu, et le destin de Max est scellé pour toujours. L'obscurité qui entoure Max est dense, presque palpable, comme si le monde avait été englouti par une ombre infinie. Il essaie d'ouvrir les yeux, mais il n'y a rien d'autre que le vide. Son corps semble flotter dans une mer de ténèbres, sans poids, sans but, perdu dans un limbe dont il ne sait comment s'échapper. La douleur qu'il a ressentie lors de l'impact a disparu, mais la sensation de désespoir et de regret demeure, s'enfonçant dans sa poitrine comme une encre. La voix de Jess résonne dans son esprit, répétant les mêmes mots. « Tu m'as abandonné. » Et au fond de lui, Max sait que c'est vrai. Depuis la mort de Jess, il a essayé d'enterrer ses émotions, de fuir les souvenirs qui le tourmentaient, mais au fond, il savait qu'il ne pourrait jamais échapper à cela. Il a été faible, il a échoué avec elle, et maintenant il paie le prix. De repente, un son doux rompt le silence, tel un murmure lointain. Max se concentre, essayant d'identifier d'où cela vient. Lentement, l'obscurité commence à céder, et il réalise qu'il est de retour dans la maison, mais quelque chose est différent. L'air est plus dense, presque suffocant, et l'environnement autour de lui semble déformé, comme s'il était piégé dans un cauchemar. Les murs sont recouverts d'une substance sombre et visqueuse qui goutte, formant des flaques sur le sol. Max essaie de bouger, mais ses pieds sont coincés au même endroit. Il regarde autour de lui, désespéré de trouver une sortie, mais les portes et les fenêtres ont disparu, remplacés par des murs solides qui semblent se mouvoir comme s'ils étaient faits de chair. Il entend une respiration profonde et irrégulière provenant de quelque part tout près, mais il ne peut pas voir d'où. « Tu es piégé ici avec moi, Max. » La voix de Jess à nouveau, mais cette fois plus proche, comme si elle était à ses côtés. Max tourne rapidement la tête et la voit. Jess est debout à quelques mètres de lui, mais quelque chose chez elle ne va pas du tout. Son corps est recouvert de la même substance visqueuse qui recouvre les murs, et ses yeux brillent d'une lueur surnaturelle, un rouge profond qui semble consumer tout vestige d'humanité qu'elle pourrait encore avoir. Elle n'est plus la fille qu'il connaissait. Ce qui se trouve devant lui maintenant est une ombre, une coquille vide possédée par une obscurité implacable. « Je te l'ai dit, Max. » Elle chuchote, faisant un pas en avant. « Il n'y a pas de pardon pour ce que tu as fait. » Le sol tremble sous les pieds de Max et il sent une vague de panique envahir son corps.
Il essaie de pas lutter contre la peur, mais c'est inutile. Il est encerclé, sans échappatoire, et Jess, ou ce qu'il reste d'elle, s'approche lentement, ses pas résonnant comme une horloge marquant le temps qui lui reste. « Jess, je veux juste… » Il essaie de parler, mais sa voix tremble. « Tu veux quoi ?» Elle l'interrompt, le ton de sa voix maintenant plein de moquerie. « Tu veux te racheter ? Tu veux réparer ce qui est brisé ? Il n'y a pas de retour en arrière, Max. » Elle se penche plus près, son visage maintenant à quelques centimètres du sien. Tout est détruit, tout comme moi. Max ressent un frisson parcourir son échine, ses yeux s'écarquillant d'horreur alors qu'il fait face à la créature qui a déjà été sa sœur. Il savait qu'il était en danger, mais la gravité de la situation n'a jamais été aussi claire qu'à cet instant. Il comprend qu'il n'affronte pas seulement la fureur de Jess, mais quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'il peine à comprendre. Une force surnaturelle, ancienne et incontrôlable, quelque chose qui a transformé Jess en un fantôme vengeur. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» Jess demande à nouveau, mais cette fois, il y a une tristesse sincère dans sa voix, comme si, pendant un bref instant, la véritable Jess avait réussi à échapper à l'obscurité qui la dévore. Max sent une larme couler sur son visage. Il n'a pas de réponse à donner. Il l'a laissé parce qu'il avait peur. Peur de faire face à la douleur, peur de confronter ses propres démons. Et maintenant, il est trop tard. « Pardonne-moi », il chuchote, sa voix brisée. Pendant un bref instant, le regard de Jess s'adoucit, mais bientôt, l'éclat rouge dans ses yeux revient et elle sourit d'un sourire troublant. « Pardon ?» Elle secoue la tête. « Il n'y a pas de pardon pour des âmes comme la nôtre, Max. Nous sommes condamnés, ensemble. » Le sol sous Max commence à s'ouvrir, des fissures se formant et s'étendant rapidement, et il sent son corps être tiré vers le bas, comme s'il était aspiré par quelque chose dans les profondeurs de la terre. Il lutte, essaie de se tenir, mais c'est inutile. La force qui l'attire est implacable. Alors qu'il est englouti par les ténèbres, il voit Jess pour la dernière fois, sa silhouette se dissolvant dans l'obscurité jusqu'à ce que tout autour de lui se transforme en un vortex d'ombre et de douleur. La dernière chose que Max entend avant d'être complètement consommé est le son familier du moteur du Plymouth. La voiture, cette maudite voiture, a été le début de tout. Et maintenant, c'était aussi la fin. Des jours plus tard, dans la ville silencieuse, le Plymouth Fury rouge réapparaît. Intact, brillant comme toujours, garé dans une rue quelconque. Il semble appeler un nouveau propriétaire, quelqu'un qui succombera à son charme mortel, à son pouvoir surnaturel. La voiture est prête, attendant patiemment sa prochaine victime. Car au fond, le cycle ne se termine jamais. Max a peut-être été le dernier à tomber dans les griffes du bel Plymouth, mais il ne sera certainement pas le dernier.